Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. C'est Adrien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un poste un peu particulier dans la NBA moderne. Un poste en délicatesse, on va dire, depuis quelques années. Le dernier MVP à ce poste, il date quand même de la saison 99-2000. Il s'appelait Shaquille O'Neal. Donc vous l'aurez compris, on va aller faire un tour du côté de la peinture. Mais avant d'évoquer l'angle précis du podcast du jour, j'accueille donc mes deux compères de cette semaine, à commencer par celui qui alterne les tweets sur les théories NBA et la géopolitique asiatique, un mélange des genres plutôt unique qui est signé évidemment Ben. Comment ça va Ben? Merci. Je tweete peu, mais je tweete efficace. Voilà, comme l'ambassade de Chine. Précis. Vous comprendrez ça si vous allez voir le compte Twitter de Ben évidemment. Et notre autre compère du jour, c'est le bon mot pour lui puisqu'il représente le balado Dunk Hebdo à l'international. Balado qui est le terme donc québécois pour parler de podcast, notamment chez Radio-Canada. Et c'est évidemment le média international. Alan, comment ça va Alan? J'ai appris ce qu'était un balado cette semaine. Et j'en suis très heureux. Et moi aussi, grâce à toi, nouveau mot de Comme vocabulaire. beaucoup de nos auditeurs, je pense aussi, qui ont découvert. Exactement. C'était la caution Montaigne moderne. Donc grâce à toi. Et donc messieurs, dans le balado de la semaine justement, on va parler donc jeu intérieur et pour ça, on a décidé de partir d'une liste de jeunes pivots, plus ou moins pivots, on va y revenir bien sûr. On vous présente tout ça juste après la pause. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous suivre un peu partout sur les plateformes de podcast ou de balado, donc sur Twitter, mais aussi sur YouTube bien sûr. Je peux me permettre Adrien, je te coupe. Vas-y. On est à 199 sur Apple Podcast. On arrive à 200 avant la fin de la semaine. Merci beaucoup. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez évidemment les bienvenus pour les nouveaux. Et on est donc parti pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Le futur de l'intérieur est dans cette draft 2018. C'est comme ça que le 10 juin 2018, à quelques jours de la draft, le site américain de SB Nation présentait donc cette QV 2018. Être un jeune antérieur en NBA, c'est pas forcément si évident que ça, et c'est de ce cas que nous allons parler cette semaine dans Dunk Hebdo. Pour parler de ce sujet, on a décidé donc de prendre comme point de départ les jeunes joueurs de la draft 2018, avec donc beaucoup d'intérieurs qui ont été choisis dans le top 10, qui vont nous permettre de tirer différentes leçons, de se poser des questions sur le poste de pivot moderne. Donc sans plus tarder, messieurs, je vous propose de commencer déjà par la liste de ces joueurs de la draft 2018. Pick 1, DeAndre Ayton. Pick 2, Marvin Bagley. Pick 4, JJJ, parce que son nom est beaucoup trop long. Pick 6, Mo Bamba. Et pick 7, Wendell Carter Jr. C'est de ces joueurs dont on va partir, mais on va pouvoir évidemment élargir la question. Alors, pour chaque joueur, on a essayé de déterminer une question qui va nous permettre, comme je disais, de discuter de ce poste-là. Et pour la première, on va commencer avec l'intérieur du côté de Memphis, Jaren Jackson Jr., voilà son nom en entier. Jaren Jackson Jr., la question est, quelle est l'importance de la place de ces intérieurs dans un projet de reconstruction d'équipe? Et Ben, je vais te lancer là-dessus, puisque c'est toi qui as lancé cette question. Est-ce que JJJ a un avantage par rapport à ses compères, notamment, puisqu'il est peut-être la première pièce à ce moment-là du côté de Memphis? Et est-ce que ça va l'aider donc pour son intégration, pour devenir un pivot moderne en NBA? Totalement. Alors, je te remercie Adrien d'avoir réussi à comprendre mes notes et ce que je voulais faire avec cette trame. Alors oui, pour Jaren Jackson Jr., en plus de parler du profil du joueur, je trouve ça intéressant de mettre en avant cette première leçon qu'on peut tirer de la draft 2018. Jaren Jackson, il arrive à Memphis et en fait, on est, je pense, au moment parfait parce que c'est pendant son année rookie que s'effectue la bascule et où Memphis dit au revoir, par exemple, à Marc Gasol et entame un vrai processus de reconstruction. Ça veut dire que dans son évolution NBA, Jaren Jackson, il a déjà connu une paire avec un Marc Gasol qui, selon moi, a bien aidé sans doute la valeur défensive qu'on lui prête. Et puis surtout, il a connu cette fin de saison où en fait, il y avait peu d'ambition et il a pu avoir beaucoup d'opportunités. Quand on regarde le usage percentage des 5 joueurs pendant leur saison rookie, c'est le deuxième plus élevé. Et il est à plus de 20. Donc il avait vraiment, c'était un joueur qui utilisait beaucoup de possession du côté de Memphis, à l'inverse de certains joueurs de l'effectif, parmi ceux dont on va parler. La liste du genre. Exactement. Alors il y a des cas un peu différents. DeAndre Ayton, ce n'était pas la première pièce de la construction. Il y avait déjà Devin Booker, Marvin Bagley, il y avait De'Aaron Fox. Et pendant la saison rookie de Marvin Bagley, De'Aaron Fox explose. Et puis alors ça devient caricatural avec un Wendell Carter et un Mo Bamba. Wendell Carter avait déjà Lauri Markkanen et il y avait déjà beaucoup de pièces. Et puis Mo Bamba, il est drafté. Il y a Nikola Vucevic. Quelques semaines après sa draft, on fait signer au pivot titulaire un contrat de 4 ans et ce même pivot titulaire devient double All-Star. Donc clairement, il y a un impact pour le jeune intérieur, et ça peut être même, on peut même agrandir ça à tous les jeunes, de la place qu'a ce joueur-là dans la reconstruction.
Et cette place qui peut donc jouer sur ce qu'on voit de lui et le développement, donc ce que tu disais Ben, de ses qualités donc défensives pour JJJ, mais pas seulement, aussi offensives justement en touchant plus de balles. Est-ce qu'Alan, toi aussi, tu penses que cette importance pour Jaren Jackson l'aide à être, alors je sais pas si c'est le plus en valeur, le plus en lumière actuellement, mais en tout cas un de ceux qui a le plus de hype derrière lui encore pour cette année. Ouais, clairement, parce qu'il a été choisi, il a été sélectionné parce qu'on avait un projet pour lui, et je pense qu'il aurait pu aussi bien matcher avec l'ancien projet qu'avec le nouveau. Et donc c'est pas non plus un joueur où on a tout basé sur lui. On a eu la chance ensuite de pouvoir récupérer Ja Morant, et en fait le meilleur de Jaren Jackson, il est aussi arrivé parce qu'il a eu Mike Conley durant sa première année, et donc pour l'aider offensivement, Marc Gasol et même Valanciunas pour l'aider un peu défensivement. Et la deuxième année, il a eu Ja. Et donc quand en fait on va voir avec ça, on va voir que c'est pas non plus quelque chose c'est pas une règle établie, puisque Marvin Bagley a eu à De'Aaron Fox par exemple, et c'est pas non plus un développement offensif exceptionnel de sa part, donc en termes de base de projet de reconstruction. Et je pense que sur Jaren Jackson, on est dans un mix des deux. On a un mix de une bonne franchise, une bonne culture, et tout simplement, je pense, en vérité, un super joueur. En fait, Jaren Jackson, c'est juste potentiellement peut-être le meilleur intérieur de cette QV à 2 ans et demi post-draft. Très très peu l'avaient numéro 1 sur leur board en termes d'intérieur, mais c'est celui qui s'adapte très bien à la NBA, qui est mis en valeur par une franchise qui joue sur ses forces et qui joue un jeu assez moderne, et donc il est important, il est clé dans le projet de reconstruction. Il a eu la chance en plus d'avoir Mike Conley dans la première année et Ja Morant dans la deuxième année, ce qui vraiment facilite tout ça pour lui. On va sûrement revenir au niveau des guards autour de ces jeunes joueurs, mais tout d'abord, je voudrais revenir sur un point là que tu as soulevé, qui est un point assez important, c'est que Jaren Jackson, il fitait, comme tu l'as dit, donc aux côtés d'un Marc Gasol. Tu pouvais jouer avec ce joueur-là, donc il fitait dans l'ancien projet et dans le nouveau, dans la NBA plus ou moins moderne, en tant que pivot intérieur principal. Et est-ce que c'est pas là, Ben, du coup, la spécificité de Jaren Jackson et son avantage majeur, c'est qu'il est le morphotype et le profil parfait de la NBA moderne, à savoir ces nouveaux pivots qui sont un peu moins des joueurs dos au panier, mais capables de sanctionner de loin, mobiles en défense, capables de switcher, etc., etc. Je me demande si, alors je vais dire ça d'un autre joueur, mais si il n'est pas parfois plus théorique que pratique, Jaren Jackson, quand je le vois jouer. Offensivement, c'est vrai que c'est un peu tout ce qu'on demande, en plus avec Ja Morant. Il s'écarte, il était l'année dernière, bon, il n'a pas joué cette année à cause de sa blessure au ménisque pour l'instant, mais l'année dernière, il était à presque 7-3 points. Enfin, il est au niveau du pourcentage, bref, c'est déjà un shooter élite, alors qu'il a à peine soufflé ses 20 bougies. Enfin, c'est complètement incroyable. Alors il y a quand même toujours des petits problèmes, mais offensivement, oui, je pense que c'est la licorne, dont on parle souvent. Défensivement, je suis un peu plus mesuré. Tom, quand on parlait de ce sujet-là, il faisait la comparaison avec un Towns, c'est-à-dire un génie offensif et plus des difficultés en défense. Alors je pense pas qu'on est encore à ce niveau-là, mais c'est vrai que, il y a plusieurs stats qui font du mal à Jaren Jackson. Dans ses 2 premières saisons, c'est le joueur qui a commis le plus de fautes. Il était à 4,1 la saison dernière. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la dernière décennie, il n'y a qu'un seul joueur qui a fait autant, c'est DeMarcus Cousins pendant sa période Kings. Il fait un camion de fautes. Jaren Jackson, je trouve qu'il, sur les lectures, des fois, il a un peu de mal. Il se fait rentrer dedans. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que on part du principe depuis le début de la discussion que c'est un pivot. J'en suis pas vraiment sûr, moi. Moi, j'en suis plus que même pas trop sûr. C'est-à-dire que je pense que c'est un intérieur qu'on peut associer avec un pivot entre guillemets traditionnel, poseur d'écran, rollman, défenseur de raquette, et que lui il est meilleur dans l'espace, clairement. Donc pas forcément un rim protector, mais justement Alan, je vais te laisser la parole parce que t'es un peu le spécialiste et pas forcément le plus grand fan d'ailleurs des pivots traditionnels à la draft. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Jaren Jackson Jr. Par rapport, et je vais aussi renvoyer un podcast qu'on a fait il y a quelques semaines où on évoquait les Kings, on va en parler avec Bagley évidemment, les Pelicans et les Wolves, et on parlait de ces fameux profils qui sont très particuliers dans ces jeunes intérieurs, mais qui nécessitent aussi un profil particulier à côté. Est-ce que Jaren Jackson a aussi cette problématique d'être un intérieur, donc comme disait Ben, offensif, donc qui peut remplir le rôle. Il peut être ton 5 offensif, grosso modo, mais il peut pas être ton 5 défensif. Donc est-ce que c'est un de ces soucis majeurs de ce profil-là, Jaren Jackson Jr.?
En fait, Jaren Jackson, sur ces 2 premières saisons, ce qu'il sauve, c'est qu'il est élite à 3 points, en fait, pour sa taille. Parce que sinon, défensivement, ça pourrait pas marcher. Ça pourrait pas marcher parce que s'il shootait pas autant, il jouerait 5 avec 4 shooters autour. Et défensivement, tu te ferais marcher dessus. Un peu ce qui se passe avec Minnesota depuis 2 ans et demi à peu près. C'est-à-dire que Karl Anthony Towns, vu qu'il shoot de manière, enfin c'est peut-être les deux meilleurs intérieurs shooters à 3 points, Towns et Jaren Jackson. Et en fait, leurs coachs veulent tout détruire offensivement. À Minnesota, on choisit de tout détruire offensivement, donc on met Towns avec 4 shooters. Alors c'est vrai que c'est létal, mais en défense tu prends pas mal. En fait, Jackson, ça marche en défense parce qu'on a pu le mettre avec Valanciunas, on a pu le mettre avec d'autres intérieurs l'année dernière, Clark par moment, qui sont eux non-shooters. En fait, il faut toujours se dire qu'il faut avoir qu'un seul non-shooter au max sur le terrain. Sinon, ton attaque, elle marche pas. Enfin, sur le long terme, elle marche pas. Il y a des exceptions, mais on va dire, c'est plus facile d'attaquer quand t'as un seul non-shooter. Donc, c'est un peu ce qui sauve Jackson pour moi. Je suis d'accord avec Ben, moi, franchement. On le vendait comme un fort prospect défensif, protecteur de cercle, pas capable de shooter. D'ailleurs, il jouait poste 4 à la fac, il jouait pas 5. Et là, on a un peu l'inverse sur les premières années. Tom nous le dit tout le temps, il nous dit, franchement, défensivement, il est un peu déçu de du profil, mais offensivement, il est agréablement surpris. Donc, je pense que c'est un profil que j'adore, moi, chez les intérieurs. Que ça, s'il progresse en défense, ça offre une polyvalence qui est létale. Et tu te dis toujours que tu seras bon en attaque, malgré ça. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie chez un pivot. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant et le profil défensif de Triple J, il est beaucoup plus théorique que réel pour l'instant. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais, il est sur son physique, mais je vais appuyer sur le point que tu disais, sur le fait qu'il est sauvé par son 3 points, parce que ce que tu viens de dire par rapport, on parlait donc du profil que tu mets à côté. Sachant que lui il peut écarter le jeu, donc comme tu disais, t'as cette espèce de règle d'avoir qu'un seul non-shooter, c'est beaucoup plus simple entre guillemets de trouver un profil de gars très fort en défense rim protector qui ne shoot pas. Ce profil-là il existe en NBA. T'évoquais Brandon Clark à côté, il peut à peu près dans l'idée être ce profil-là. Là où on va faire une comparaison avec un autre joueur de cette liste qui est Marvin Bagley, et on en avait parlé dans le podcast sur les Kings. Lui n'est pas vraiment un shooter naturel, c'est plus un joueur qui va partir de face-up poste haut et puis travailler depuis ici. Donc lui a besoin à côté de lui d'un gars qui défend, puisque Marvin Bagley est aussi un problème défensif, au cas où certains l'ignoraient, et aussi qui shoot. Donc ça demande un prospect, enfin un profil encore plus rare pour mettre à côté d'un Marvin Bagley qu'un Jaren Jackson, qui peut-être offre une plus grande marge de manœuvre. Même si on est dur, mais théoriquement, il reste incroyable parce que, bon, il fait beaucoup de fautes dans la protection du cercle, etc. Après, on va revenir sur certains prospects joueurs de cette liste. Il y en a certains qui, en début de carrière, ont été cataclysmiques défensivement. Ça n'a pas été le cas de Jaren Jackson. C'est juste qu'en fait, la promesse du prospect et le joueur qu'on a n'est pas là. C'est là où la comparaison avec Towns est intéressante parce que c'est un peu la même trajectoire. Donc, à voir. Le même profil physique aussi. Donc, à voir. Après, il y a des flashs qui sont incroyables avec Jaren Jackson et tu vois que il y a un vrai potentiel. Je pense ce qu'on veut dire, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le small ball 5 qu'on nous vendait, pour l'instant. Tout à fait. Bah, tiens. Tu peux pas jouer avec lui 30 minutes en tant que poste 5. Ouais, ça marche pas. Pour le moment. Tu peux pas. Tu peux finir des matchs, mais tu peux pas. Vas-y. La transition toute trouvée, elle est parfaite. On va parler d'un autre profil, un autre joueur qu'on a un peu évoqué pour l'instant, DeAndre Ayton, qui était donc le pick 1 de cette draft 2018 quand même. Et la question qui a été posée une nouvelle fois par Ben, donc je le rappelle, Ben qui a fait toute la trame, évidemment il faut rendre à César. Donc si elle est mauvaise, c'est de ma faute en gros. Non mais elle est très bonne, regarde les transitions, ça s'enchaîne parfaitement. Donc du coup justement la question que tu avais posée sur Ayton, c'est est-ce que la défense fait-elle tout? Comme ça, mais ce que je traduis, moi ce que j'interprète, c'est est-ce qu'on peut donc justement définir un intérieur du futur uniquement par son apport défensif et est-ce que du coup le manque de progression par rapport aussi aux espoirs qu'on avait au niveau de DeAndre Ayton sur son aspect offensif suffit à en faire un intérieur du futur, comme le disait SB Nation dans la citation du début de podcast. Bah ouais, parce que c'est ça j'ai trouvé dans cette question assez intéressant à soulever, c'est parce que quand on regarde DeAndre Ayton, début de carrière, honnêtement, sa saison rookie, on a fait uniquement
on a parlé uniquement de sa défense, son incapacité au niveau des lectures, protéger le cercle. Et c'est vrai que statistiquement, par exemple, au panier, dans sa saison rookie, il était dans le 3e percentile. C'est-à-dire que au panier, les joueurs shootaient 7 points de plus. C'est-à-dire, c'était vraiment mauvais, faut être honnête. Après, moi, quand je vois, parce que Phoenix est une des meilleures équipes cette année, donc on les voit assez jouer, je trouve qu'il y a une vraie amélioration. Enfin, il est plus à la rue comme avant. Dans les espaces, ça reste un joueur qui est très athlétique. Physiquement, il peut peser dans la raquette, peut-être plus par exemple, on a parlé de Jaren Jackson, il est plus massif qu'un Jaren Jackson. Donc je pense qu'on voit des progressions, et il reste que, offensivement, il est capable de faire certains cartons qui sont en termes de skills, enfin, de haut panier, il veut essayer de shooter, on voit quand même, il y a cette volonté-là, sur pick and roll, alors, un peu déçu, pas tant que ça avec Chris Paul, mais en fait, il est capable de marquer sur pratiquement les 3 phases et aux 3 niveaux. Donc, je pense que lui, il est un peu victime de cette obsession sur la défense qui se justifie. On en parlera, elle se justifie, mais il faut pas obliger que c'est un joueur quand même assez solide, extrêmement solide. Oui, comme tu disais, Ben, il y a quand même une progression défensive. Il est plus aussi négatif cette année, même s'il est encore un peu naïf. Et tu parlais des fautes, il saute très rapidement sur les feintes. Comment tu vois ça, toi, Alan, sur la progression de DeAndre Ayton, et est-ce que il va assurer les minima défensifs entre guillemets qui vont lui permettre, en tout cas pour l'idée générale des observateurs NBA, d'être un des pivots modernes là dans les années qui arrivent? Moi, ce qui me dérange, c'est que tu as employé le mot de minima alors qu'on parle du first pick, en fait. C'est juste ce qui me dérange. Alors, je sais qu'il faut plus, on évalue plus les joueurs par rapport à où ils sont partis. Plus faire, on est à X+2. En plus, on sait tous très bien que Luka, en fait, c'était le meilleur joueur de la draft et qu'il faut arrêter tout ça. Même avec Bagley, hein, on va pas vous parler du fait que les Kings ont raté sur Luka, hein, c'est pas le but. Ce qui m'intéresse, sur Ayton, en fait, je pense que, en fait, les gens qui sont déçus offensivement, beaucoup disaient, ouais, il va y avoir Chris Paul, mais en fait, il avait Booker déjà. Et Booker, c'était déjà très bien pour lui moi, je trouvais qu'il était toujours assez bien servi l'an passé par Booker. D'ailleurs, c'était plus le jeu de Booker qui était un peu plus différent, qui avait dû changer parce qu'il n'y avait pas de meneur et que c'était lui qui avait pris la création. Mais en fait, sur ces trois, alors bien sûr, personne ne sert mieux que Chris Paul. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il n'avait pas un niveau de guard play comme a pu avoir Mo Bamba ou Wendell Carter, dont on parlera après. Et offensivement, c'était un joueur plus fort au scoring aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ben qui en avait parlé, je crois que quand on avait fait les previews sur Phoenix, c'était vraiment le cas de DeAndre Ayton qu'il avait voulu mettre en avant. C'est est-ce que aujourd'hui, moi la défense elle fait tout parce que je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui en playoff, DeAndre Ayton, est-ce qu'il termine les matchs? Est-ce qu'il termine les matchs pour Phoenix? Et la question elle est pas offensive, elle est plus défensive pour moi. Parce que t'as Chris Paul et Devin Booker, je pense que c'est plus eux qui auront la balle en main en fin de match avec potentiellement les Bridges, les Crowder dans les coins. Et on voit que sur certaines séquences, c'est plus avec Saric que Phoenix est vraiment pas mal offensivement, dans un effectif assez petit. Mais ils vont avoir besoin de Ayton contre Denver et contre les Lakers notamment. Donc la question, moi, elle est là. Je peux pas en fait répondre à la question de la défense fait-elle tout. Il y a une amélioration. La première année, c'était pas bon. On a changé un peu de système défensif avec Monty Williams. On l'a fait plus défendre le cercle, même si, comme Ben a dit, il peut bouger. Il n'est pas immobile. Mais c'est juste que la défense fait-elle tout? Oui, maintenant, parce qu'en fait, il est plus dans les 2 premières options de son équipe et c'est un intérieur. Donc, en fait, la manière dont il va avoir à se mettre en lumière dans les moments importants, ça va être peut-être pas plus défensivement qu'offensivement, mais ça va être un moins grand écart que ce qu'on aurait pu penser avec un mec qu'on a drafté pour qu'il fasse en gros du 20-10 et de l'attaque, quoi. Est-ce qu'au-delà de ça, un de ses avantages par rapport aux autres profils, tu l'as évoqué très rapidement, mais par rapport aux autres profils de cette liste, c'est pas justement son physique de pivot un peu plus traditionnel? Même sans parler de la défense au global, où effectivement il y a des progrès à faire, mais est-ce que justement un de ses avantages, c'est pas de pouvoir être mis sur le terrain face à des Joel Embiid, des Jokic, des joueurs très costauds, très solides sur leurs appuis, là où pour le reste de la liste, excepté peut-être Mo Bamba qui avait pris un peu de poids ces dernières années, mais les autres sont quand même plus fluets, un peu moins résistants au contact. Est-ce que du coup, Ben, est-ce que c'est pas ça qui peut sauver son profil défensif, c'est simplement son profil physique? Ouais, parce que de toute façon de la liste, je pense qu'on est d'accord pour dire que Ayton avec Bamba, c'est les 2 seuls qui auraient joué pivot il y a 10-15 ans.
assurément. Là où c'est inconcevable pour Wendell Carter, pour Jaren Jackson et encore plus pour un Marvin Bagley. Donc je pense que ouais, le profil physique joue et c'est ce profil physique qui doit réussir à mettre en avant pour sanctionner les. Alan pose cette question, est-ce qu'il va jouer dans les fins de match, des matchs importants en playoff? Ok défensivement, mais on a bien vu notamment, enfin ça se voit du côté par exemple de Denver, tu peux pas jouer petit contre Denver parce qu'en fait Jokic va te mettre la sauce. Donc c'est ça en fait la solution aussi pour Ayton, parce que là où il est pas une des deux premières options de son équipe actuellement, enfin, Chris Paul n'est pas éternel. Quand tu lui fais signer son contrat en septembre prochain, t'as dans l'idée qu'il soit dans les deux meilleures options de la prochaine grosse équipe de Denver. Donc en fait pour la solution, clairement je suis d'accord avec la question que t'as posée, Adrien. Son profil physique va l'avantager et il doit apprendre à jouer avec. Donc c'est bien de savoir écarter le jeu, mais on va y revenir avec certains profils. Faut pas non plus tomber dans une caricature qui use de son physique pour parfois sur du pick and roll, pas forcément jouer au poste tout le temps, hein, mais qui l'utilise à bon escient. Très bien. Et donc du coup, moi je pense qu'on peut passer à la transition suivante, et c'est le cas Wendell Carter et la question. On va te laisser parler, hein, où tu vas parler. Oh là, non mais il faut pas trop me lancer parce que sinon on peut faire 3 quarts d'heure sur tout ce qu'il y a à dire. Mais surtout, là on a parlé de l'aspect offensif et de l'aspect défensif d'Ayton, des minima comme tu disais Alan, tout un tas de vocabulaire qui peuvent faire un peu tiquer dans l'NBA moderne, qui est une NBA, on le rappelle, on le dit souvent à longueur de podcast, une NBA de plus en plus de spécialistes. Où on a besoin que les joueurs soient au moins très bons, voire élites dans un domaine. Ce qui est un peu le contre-exemple, donc Wendell Carter, un peu un de ses soucis actuellement, qui a été un peu utilisé de différentes façons. Ça va aussi nous amener sur l'utilisation qui est faite de tous ces profils par leur coach. Et je salue Boylan au passage, évidemment. Mais donc évidemment, est-ce que c'est pas un souci sur ces profils parfois? Donc comme Wendell Carter, mais aussi c'est une question qu'on peut se poser sur Mo Bamba, même sur Marvin Bagley d'une autre façon. De ces profils où on voit des possibilités de faire plein de choses bien. C'est-à-dire que théoriquement, Wendell Carter peut être un défenseur correct, un shooter correct. Il était en tout cas annoncé tel quel au moment de sa draft, même si l'année dernière c'était beaucoup plus compliqué pour différentes raisons. Et aussi un distributeur correct, avec une vision de jeu plutôt sympa, mais jusqu'à preuve du contraire, à l'heure de ce podcast, pour l'instant, on n'a rien vu d'extraordinaire dans aucun de ces compartiments du jeu. Donc, est-ce que c'est pas un vrai souci sur un intérieur NBA moderne de ne pas être élite quelque part, d'avoir un point où on se dit bon, il est jouable parce que là, il nous apporte ça et c'est clairement identifié. Alan? S'il est pas générationnel, ça peut poser un problème, oui. C'est pour si il y a quoi? Il y a une grosse base de quoi? 5 intérieurs qui sont ultra dominants. Pour moi, après, tu as une base de jeunes un peu, pas mal dont on parle aujourd'hui, et après, tu as des spécialistes. C'est-à-dire que pour moi, tu as Jokic, Davis, Joel Embiid, Towns, peut-être le gros quatuor, je dois peut-être en oublier un. Après, on a des jeunes. Tu mets Gobert comme un spécialiste? Désolé de te couper. Ouais, Gobert, c'est un spécialiste pour moi. C'est du spécialisme. C'est pas, oui, je pense que c'est du spécialisme. Après, on a des jeunes aussi qui montent, mais et après on a vraiment du pur spécialisme. Gobert, c'est spécialisme plus, on va dire. Mais et en fait, le souci de Carter, c'est que bon, déjà 116 matchs en 2 ans et demi, donc les blessures. Ça va sans dire. Alors, on va arriver sur ceux qui ont été blessés en vrai là. Et Jackson, il loupe des matchs un peu tout le temps, il loupe cette année, étonne pas trop, mais alors les 3 autres, sur les blessures, c'est pas simple. 116 matchs, il a jamais vraiment trop joué avec Mark Allen, donc on sait pas si ça marche. Carter a toujours joué 5, tout le temps, même à la fac, et même avant. Donc, toujours été formé comme un 5. Un 5 un peu all-around, on aurait pu penser qu'il pouvait passer, dribbler, shooter tout le monde. C'était un peu caricature de parler d'Alorford au moment de sa draft. C'était quelque chose qui ressortait pas mal. Ça ressortait pas mal là, au moment de sa draft, cette comparaison. Mais le problème, c'est qu'il a jamais vraiment eu de... J'ai regardé un peu les meneurs, donc Adrien les connaît mieux que moi, avec qui il a joué sur les 3 premières années. Première année, il y a beaucoup de Shaquille Harrison, Ryan Archidiakono, Chris Dunn, Kobe White et Thomas Satoransky pour l'année prochaine. Je crois que Zach LaVine est un très bon joueur et c'est que je trouve que depuis cette année, moi, qu'il a vraiment step up à la création.
Donc c'est un intérieur qui a besoin de la création des autres, qui a pas vraiment trop joué et qui sait rien faire de générationnel. Donc ça pose problème. Et en fait, même si défensivement il est très intéressant, je trouve c'est moins flashy en fait, ça se voit moins. Et donc c'est moins quelque chose auquel tu peux t'accrocher si t'es fan, je trouve. Oui, et puis il a des problèmes de faute, et puis il y a les changements défensifs. Je sais que c'est quelque chose un peu. Vas-y Adrien, on te laisse la parole. Vas-y. Abstrait, mais là où l'année dernière les Bulls avaient une défense, donc avec Boylen, une espèce de blitz assez improbable, mais qui fonctionnait. Premier en interception de la ligue, mais mauvaise défense. Voilà, donc c'était assez particulier, mais bon, admettons. Pour une première année d'un intérieur, c'était très particulier même. Et là, cette année, on est retourné sur une défense plus classique, une défense en drop sur le pick and roll, grosso modo. Et de temps en temps, c'est vrai que Wendell Carter a quelques retards, mais beaucoup de gens focus sur ses erreurs à lui, là où parfois elle incombe aussi du joueur qui doit venir aider ou du joueur qui défend le porteur de balle. Mais effectivement, il est pas si mauvais que ça défensivement, et sur son rôle offensif, là où tu disais, il a besoin de la création des autres. C'est là où la question, je vais te relancer là-dessus aussi, Ben, sur l'utilisation de ces profils dont on n'arrive pas à identifier dans quel domaine ils sont élites. C'est que Billy Donovan a l'air de vouloir l'utiliser comme il utilise Thad Young cette année, qui est très bon du côté des Bulls, à savoir comme créateur à partir du poste haut. Il y a beaucoup de possessions des Bulls avec Thad Young qui démarre avec c'est lui qui a la balle, et soit autour on fait des end-off, soit c'est lui qui va provoquer puis ressortir, etc. Et il souhaite utiliser Wendell Carter comme ça, qui pour l'instant, même si de temps en temps il y a des flashs de bonne vision du jeu, n'a pas le niveau d'un vétéran comme Thad Young, ce qui est aussi normal, hein, mais en tout cas qui est encore loin d'être élite dans ce domaine-là. Donc voilà Ben, c'est là-dessus que je vais te relancer et te poser la question. Est-ce que c'est pas la problématique de ces joueurs intérieurs qui font un peu de choses, ce qui est un peu le fantasme actuel aussi. On a envie d'avoir des intérieurs qui sont capables de switcher en défense, qui sont capables de t'apporter du shoot, qui sont aussi capables de créer un peu. C'est de plus en plus dur d'être presque un pivot dans l'NBA moderne. Et pourtant, pour la majorité des profils, ils ne vont pas être élites dans un de ces domaines. Donc, est-ce que c'est pas compliqué et pour eux et pour les équipes de les utiliser? Ouais, je vais pas partir de l'attaque, je pars de la défense. Parce que, en faisant un léger parallèle avec ce qu'on a dit avant, on dit souvent à NBA, les coachs NBA disent souvent que ta position c'est celle que tu défends. Et en fait, bien souvent, l'importance de la défense se voit aussi que dans le cas d'un pivot traditionnel, on va valoriser énormément la protection du cercle. Et en fait, c'est là où pour moi le syndrome Wendell Carter il se met en place, c'est qu'en fait, quand t'es 5, tu dois être élite à la protection de cercle. Mis à part exception incroyable où t'as un Giannis à côté de toi, tu dois être dans ce cadre-là. C'est pas le cas d'un Wendell Carter qui joue pivot. Donc, alors déjà, ça retombe sur les profils à côté de lui, ou alors la solution c'est de le faire jouer 4. Mais comme tu l'as dit Adrien, actuellement le shoot c'est pas ça. Moi j'avoue que j'ai été très déçu parce que la draft de Wendell Carter, c'est là où j'ai arrêté de vraiment suivre la draft. Donc moi comme Alan l'a dit, on m'avait dit un peu à Horford un peu. Donc je m'attendais à avoir un peu de shoot et je vois pas grand chose. Et du coup, c'est vrai que là, il arrive un moment où Wendell Carter shoot. C'est pas Jaren Jackson. Enfin, on va être honnête, il est pas élite dans ce domaine-là. Je suis assez surpris, mais dans la plupart des joueurs qu'on étudie aujourd'hui, la plupart ne sont pas des bons finisseurs dans la raquette. Donc ça, c'est un vrai problème. Je trouve que on n'a pas des gros rollmen. J'en viens à me demander si c'est pas la conséquence tout simplement du fait qu'on a des joueurs qui apprennent tellement à shooter externe que sur le pick and roll, ils pop et ils rollent jamais. Enfin, bref, on parlera de Mo Bamba dans 2 secondes, c'est caricatural pour lui. Et j'en viens à me demander du coup, oui, dans la construction de ton attaque, c'est un problème parce que je pense que t'as pas d'action type que tu peux lancer sur un Wendell Carter où tu sais qu'il y a beaucoup d'efficacité. Alors du coup, t'es plus spécialiste que moi, il y a de la volonté de partir du poste haut, peut-être c'est intéressant, mais je pense pas qu'il a cette qualité de passe-là pour initier de l'attaque. Donc il y a un moment où en fait, tu pars sur un joueur qui défensivement et alors certes a une polyvalence mais est élite nulle part, donc c'est un vrai problème quand c'est un pivot. Et puis en attaque, t'as un joueur neutre, donc ça pose un vrai problème. Avant de passer au cas Mo Bamba, je vais revenir sur ce que tu viens de dire sur la possession type, et je vais poser une question à Alan à ce niveau-là. C'est le fait qu'effectivement, il n'y a pas cette possession de début de match. Je peux dire tiens, on va mettre ce play en place pour mettre en confiance Wendell Carter parce qu'on sait que ça c'est sa zone de confort. C'est aussi un des problèmes de ce type de profil. Mais effectivement, il était vendu comme un shooter, et moi je trouve, même si c'est encore loin d'être parfait, sa mécanique est très propre.
Sa mécanique est très propre et il avait totalement perdu la confiance l'année dernière sur son shoot. Là, il en refuse encore pas mal, mais ça va un peu mieux. On retrouve un nombre de... Bon, il en prend un par match, grosso modo. C'est sûr que l'échantillon est pas énorme, mais ça va un peu mieux. Juste question du coup sur ce profil, Alan, sur ce type de profil, est-ce que parfois on nous survend ces shooters-là, ou est-ce que, comme disait Ben, ils se sont peut-être un peu trop focalisés là-dessus et que c'est pas finalement leur point fort, même s'ils sont meilleurs que ce à quoi on pouvait être habitué jusque-là au poste de pivot? Haut dans la draft, on est obligé pour un intérieur de survendre un potentiel tir, sinon on le drafte pas là, je pense. Et le problème de Carter, c'est que c'est pas un athlète hyper explosif pour rouler, c'est pas Richaun Holmes quoi. Il est pas capable d'attaquer fort le cercle. Il a jamais vraiment fait en plus. Il a jamais vraiment fait. Oui, le problème du tir, c'est en même temps quelque chose de négatif et de positif aux Bulls. C'est-à-dire que je pense que en fait Zach LaVine et Kobe White le mettent pas dans des bonnes situations pour qu'il puisse tirer, mais en même temps, j'ai pas envie de retirer la balle de Zach LaVine sur les 40 premiers matchs de la saison. Le mec, il est à 66% de true shooting, genre il est irréel. Kobe White, on peut lui retirer un peu la balle par moment. Mais en fait, on en revient au guard play, tu vas pouvoir transitionner avec Bamba. En même temps, donc c'est positif, c'est négatif. Alors bien sûr, faut les mettre c'est négatif pour certains de tes joueurs, notamment pour Wendell Carter, pour Bamba. Mais aussi, même si c'est des joueurs sur lesquels tu as investi, le but des équipes, c'est quand même de gagner des matchs. Et malheureusement, Carter, il est quatrième option de son équipe, parce que alors, il pourrait être troisième, ça serait peut-être pas mal, mais t'enlèves pas la balle des mains de Zach LaVine pour demander, je pense, à Carter d'initier d'attaque. Ou alors quand Zach LaVine n'est pas sur le terrain. Mais quand Zach LaVine n'est pas sur le terrain, c'est Kobe White qui est sur le terrain avec le ballon. Et avec Bamba, c'est un peu pareil avec Orlando. T'as des bons joueurs à Orlando qui te font, et Clifford veut gagner des matchs. Donc, ceci, c'est important chez les jeunes d'intérieur, c'est une dualité. Oui, il faut les développer. C'est pour ça, il y a un truc qui est souvent dit, et c'est ce qui arrive avec Randle, notamment cette année. C'est que pas mal de fois, des intérieurs draftés haut, et c'est dans leur deuxième ou troisième franchise qu'ils arrivent des fois, vraiment, à éclore. Ouais, c'est ça. Parce que c'est plus long, et donc, on peut leur donner des responsabilités plus tard. Et donc, tu vois, franchement, ça me surprendrait pas que Carter, dans sa deuxième équipe, il soit bien meilleur qu'il est à Chicago. Moi, je pense. Bon, je l'espère pour lui, en tout cas, mais justement, t'as annoncé la transition, on va pouvoir y aller, et puis en plus, elle est sur plusieurs niveaux, donc on va parler de ce cher Mo Bamba. Effectivement, il y a cette importance du niveau de jeu des guards autour, qui est l'axe principal qu'on a décidé, mais pour faire la transition, Ben, je vais te relancer sur le shoot, puisque tu t'en avais parlé sur cette propension de Bamba ou d'un Wendell à pop, peut-être plutôt que roll de temps en temps. Il y a aussi cette question sur le shoot, au-delà de l'efficacité, du volume, parce que c'est une question qu'on évoquait aussi dans le podcast où on a parlé de Marvin Bagley, c'est que des fois quand tu as besoin d'un intérieur fuyant, t'as pas forcément besoin d'un intérieur qui est très efficace, mais aussi quand même qu'il les prenne ses tirs. Mais la question ensuite, c'est de trouver cet équilibre. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de la sélection de tirs de Mo Bamba, Ben? Elle est affreuse. J'ai utilisé, je le disais, on va révéler les coulisses aux auditeurs. J'en parlais, j'ai utilisé cette fantastique fonction de NBA.com pour regarder tous les tirs de Mo Bamba depuis le début de la saison. Il y a des trucs qui sont ignobles, c'est-à-dire que Mo Bamba, en gros, il va vraiment sévir sur du pick and pop. Le truc, c'est qu'il y a un niveau de lecture dans les matchs aussi que j'ai vu d'Orlando en entier, lecture sur le pick and pop, c'est-à-dire que remontée de balle, il reste 20 secondes sur l'horloge, on lui fait un pick and pop, il prend le shoot, c'est compliqué. Alors, avec Mo Bamba, warning, il a eu un Covid assez méchant de ce qu'on a pu lire, et quand on regarde ses pourcentages cette année, il est pas bon, donc faut faire attention. Mais c'est vrai que je pense que Mo Bamba, c'est le joueur le plus théorique qu'on a en NBA. C'est-à-dire qu'on le vend comme un intérieur 5 qui tire. C'est bien, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression de voir un sous-Porzingis parfois. C'est-à-dire que offensivement, il a cette propension à prendre des tirs, mais il les met pas en ce moment. À l'intérieur, il finit très mal pour un mec de 2-13. Enfin, je suis extrêmement surpris. La plupart de ses points à l'intérieur, c'est des deuxièmes chances. Il subit très mal le contact, il a peu de touches de balle, et en fait, il vit à l'extérieur. Je me demande à quel point c'est le résultat de l'environnement d'Orlando. Je ne sais pas. Et offensivement et défensivement, alors certes, il a cette capacité à bien défendre, mais la différence avec Porzingis, c'est que dans l'espace,
c'est une catastrophe, Mo Bamba. Donc en fait, il y a c'est une théorie incroyable, Mo Bamba. Il y a des flashs où c'est du pick and pop, il fait une feinte de tir, il part en drive, lay-up, tu te dis, il fait 2-13, comment il fait ça? Il prend un jump shoot après, et ensuite il fera un vieux pick and pop où il met une bricasse. C'est une expérience. Donc, en fait, oui, c'est important parce que il va apporter du faux spacing à Orlando. Mais ma question, c'est dans une équipe où il y a vraiment du spacing, c'est-à-dire en gros pratiquement toute la NBA en dehors d'Orlando, il vaut quoi, Mo Bamba? Je vais rappeler le disclaimer, effectivement, que tu as rappelé. Mo Bamba qui a été blessé à la fin de sa première saison, qui a eu donc le Covid juste avant la bulle, alors qu'il revenait plutôt bien. Il avait pris du poids en plus, il était assez impressionnant et il avait une très bonne assise défensive. Il revenait très très fort. Je me souviens qu'à un moment il était au leader au bloc par 75, donc au nombre de blocs pour 75 possessions juste avant. Donc ce qui était plutôt pas mal par rapport à son profil. Mais je vais te relancer Alan en partant justement de ce qui était annoncé. C'est vrai qu'on nous l'avait annoncé comme un joueur donc rim protector avec un shoot à développer. Et potentiellement, s'il arrivait à développer ce shoot, alors on avait un potentiel intérieur, disons, moderne NBA. Est-ce qu'on est encore dans la théorie autour de Mo Bamba, Alan? Bah oui, puisqu'il il a été titulaire une fois en NBA. Donc dans son année rookie. On est encore dans la théorie, en fait. Il a joué 131 matchs et il joue 14 minutes de moyenne. Et beaucoup de minutes en garbage time aussi, on l'a pas précisé. Par titularisation, il joue 14 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a Vucevic, il y a Gordon, il y avait Isaac. Ils ont drafté Okeke l'année d'après où ils le draftent. Tom aimait bien le mentionner souvent, c'était Kem Birch, le backup l'an passé. Donc tu draftes un intérieur dans le top 10. On va pas se mentir, je me rappelle, on faisait la mock draft à cette période-là, tout le monde voulait que Trae Young atterrisse à Orlando. Genre ça aurait été bien qu'ils aient un meneur. C'était un peu le scénario rêvé pour eux. Eux, ils ont fait le choix de ce qui était pour eux, je pense, le meilleur joueur disponible après Trae Young. Il devait être frileux sur Porter et il devait être moins chaud en termes de potentiel sur Shea, sur Sexton et ces joueurs-là. Donc ils ont pris ce qui était pour eux le meilleur joueur. Donc ça se salue. Par contre, il y a eu de la malchance des pépins et aujourd'hui, Mo Bamba est complètement une théorie. C'est une théorie plus qu'une réalité. Comme pas mal d'intérieurs qui sortent de cette magnifique fac de Texas. Jackson Hayes, pour moi, c'est complètement une théorie plutôt qu'un joueur. Miles Turner, pendant longtemps, a été plus une théorie en fait, c'est peut-être juste Jarrett Allen, le joueur le plus réaliste. Mais chaque année, il y a un pivot de Texas, de toute façon. Et à chaque fois, c'est des joueurs, ils sont mal servis à la fac, mais ils ont un potentiel physique incroyable, et donc on se dit, en fait, tu le mets dans le cadre NBA, ça va marcher. Toujours est-il que c'est peut-être une leçon à tirer parce que non, en fait, ça marche pas tout le temps, en fait. Ouais, est-ce que c'est pas aussi un risque de cette fameuse draft au potentiel ou au meilleur joueur? Je te titille un peu, Alan, là-dessus, et d'accumuler donc de ces joueurs-là potentiels et aussi d'en sacrifier quelque part, parce que comme tu disais, il y a cette notion d'effectif surchargé à l'intérieur du côté d'Orlando, donc dans le lot des Isaac, des Bamba, etc. Parce que Vucevic est déjà installé, mais il y en a qui vont être sacrifiés, ça va pas fonctionner, on va pas forcément les aider, pas forcément leur laisser du temps, ça peut être compliqué. Et puis il y a cet autre aspect qui était quand même notre aspect principal sur Mo Bamba, Ben, donc je vais te relancer là-dessus. C'est quelque chose qu'on a évoqué du côté des Bulls, mais qui existe aussi du côté du Magic. C'est la liste des meneurs avec qui a évolué Mo Bamba. Et là, écoute, tu n'es pas amateur des pick and pop de Michael Carter Williams, Adrien? Enfin, si t'aimes pas, Puis il y a eu Aaron Gordon aussi, il a été meneur à un moment cette année, à ce qu'il paraît. Faut être sur YouTube pour voir la tête d'Adrien. Oui, de toute façon, Mo Bamba, en réalité, pour moi, c'est la quinte flush parce qu'il réunit absolument tous les problèmes qu'on a mentionnés dans ce podcast. Il arrive, l'importance de la place dans le projet. Il arrive, Vucevic, il re-signé double All-Star, il y a personne. Clifford dit que Kem Birch, il est meilleur que lui, donc il va le faire jouer, il veut gagner des matchs. Élite dans un domaine. Ça se défend le fait qu'il soit élite dans la protection de cercle parce que l'échantillon est trop court. La défense fait-elle tout? Oui, mais du coup, vu qu'il est dans une équipe où il y a beaucoup de profils défensifs, ça lui fait perdre de la valeur. Et l'importance, on va y revenir, du guard play, avec lui, on arrive à un niveau, c'est carrément magnifique. Honnêtement, c'est marrant parce que quand on regarde les très nombreux pick and pop de Mo Bamba, on remarque un truc, c'est que bizarrement, quand c'est Evan Fournier qui les fait,
il met plus de tirs. Pourquoi? Parce que en fait, oui, la défense a pas peur d'un pick and pop avec Michael Carter-Williams. Autant que ça puisse être surprenant. Donc oui, bah là c'est déterminant sur cette action-là. C'est déterminant sur du pick and roll. Je suis persuadé qu'il peut pas tant jouer de pick and roll que ça parce qu'il est très peu servi sur ce côté-là. Mo Bamba, il dunk que sur 14% de ses tirs. Vous allez me dire, cette stat est totalement inutile. Pas forcément, parce que pour un pivot, quand même, dunker, ça reste le shoot le plus facile. Pour vous donner à titre de comparaison, des mecs comme Gobert sont au-dessus des 40, Mitchell Robinson, il est au-dessus des 50. Il dunk très peu. Donc, en fait, oui, c'est déterminant, parce que il a peu les ballons dans les bonnes positions. Les actions qu'il préfère, il ne peut pas les faire dans des bonnes conditions. Et c'est pas normal que Mo Bamba, dans le 5 remplaçant du Magic, soit un gardien du spacing. Après, on va rajouter sur cette histoire de guard play la malchance des blessures totalement. et de Mo Bamba d'un côté et de celle du meneur titulaire du Magic théoriquement et qui commençait à retrouver un niveau plutôt intéressant qui s'appelle Markelle Fultz. Et des minutes Markelle Fultz Mo Bamba ça n'existe pas. Donc peut-être que ça rentre aussi en compte. Et puis je voudrais ajouter aussi sur les minutes que joue Mo Bamba dernièrement, c'est beaucoup de garbage time, c'est beaucoup de matchs où il y a un gros écart et il y a peut-être cette tendance qui est humaine finalement à vouloir se montrer et donc à essayer d'accentuer son... Le garbage time favorise pas les intérieurs. Exactement. Ouais. Mais oui, t'as raison. Mais moi, j'ai regardé tous les meneurs avec lesquels il a joué sur ces 3 premières années. Et j'avais donc déjà pas mal de minutes avec Jason Randle cette année. C'est lui le backup meneur. Jason Randle, parce qu'en fait, Cole Anthony est blessé aussi. Oui, Cole Anthony est aussi blessé. Oui. Cole Anthony est blessé, Markelle Fultz est blessé. Donc Carter Williams, comme l'a dit Ben. Du Jason Randle, beaucoup de DJ Augustin sur ces 2 premières années. Ça, c'est pas mal. Ça, en c'est vrai, pas si mal. C'est vrai que DJ Augustin, c'est pas si mal. Du Jerian Grant aussi. Mais en fait, le mieux, c'est quand c'est Fournier. En vrai, la vérité, c'est quand il joue avec Evan Fournier. Mais le problème, c'est qu'Evan Fournier joue beaucoup avec Vucevic. Parce que le combo Fournier-Vucevic, c'est ce qui tire l'attaque du Magic. Sans ce socle-là, déjà que l'attaque du Magic, elle est pas exceptionnelle, mais je pense que quand t'enlèves un des deux, c'est quand t'as les deux que tu peux vraiment faire du bon travail. Et c'est pas facile, surtout qu'en plus il sort du banc, et donc quand il sort du banc, il joue avec Terence Ross. Oui, et quand tu joues avec Terence Ross, et ben t'as moins de ballons. Donc, en fait, Bamba, comme l'a dit Ben, il assemble toutes les questions qu'on s'est posées, parce qu'en plus lui c'est le seul qui a été toujours remplaçant. C'est le seul qui jouait dans une équipe qui visait les playoffs tous les ans, avec l'objectif de gagner. Ouais. Même si on peut en penser ce qu'on voulait, mais c'était ça l'objectif d'Orlando. Et puis c'est Clifford son coach. Clifford, voilà, c'est l'armée. Propice. C'est ça, c'était pas propice à ce qu'on donne 25 minutes à Mo Bamba, quitte à perdre. Tandis qu'à Sacramento, sur la première année, Memphis un peu moins, mais Memphis a toujours été solide, donc on pouvait faire jouer Jackson sans que vraiment on prenne l'eau. Et Phoenix, sur la première année, et même l'année dernière dans la bulle, c'était t'inquiète pas. On les fait jouer, il n'y a pas même Wendell de problème. Voilà, Orlando, fallait aller faire les playoffs. Et donc, moins de Mo Bamba. Et puis, si je peux me permettre, j'avais aussi lu, je sais plus si c'est le GM ou le président des opérations basket, qui avait dit à Orlando, par rapport au choix de Mo Bamba, l'attaque, elle est elle est construite sur Vucevic. C'est ça le vrai problème. C'est pas seulement qu'il a devant lui un pivot dominant ou un bon titulaire. L'attaque est basée sur lui. Donc là, c'est un vrai problème, ouais. Un genre de All-Star qui est cette année, il est quoi? Il est en 25, il est 25-10, 24-10. On peut dire ce qu'on veut sur la défense, le profil de Vucevic. Offensivement, il nuit les chances de tanking de Orlando nuit après nuit. Hein. Donc il est super. Est-ce qu'il faut le trader? Et c'est une question pour toi, Adrien, pour que tu sortes de ton costume de présentateur. Moi, je vous avoue la question piège en plus. Il reste quelques jours là. Ouais. Est-ce qu'il faut le trader? Le verbe falloir me gêne dans cette question. Ça dépend de ton objectif, mais tu l'as dit, à Orlando, ça fait aussi partie de ces équipes qui se satisfont, semble-t-il, de faire les playoffs, d'être compétitifs à un minimum, et puis à l'instar des Indiana par exemple, et qui aiment bien ça. Donc a priori, on n'est pas parti sur un trade de Vucevic, même s'il a une certaine valeur. C'est vrai qu'il a une petite hype, on commence à en entendre parler. J'ai du mal à avoir l'idée, surtout qu'ils ne sont pas sûrs. Moi je parlais d'un trade de Mo Bamba. Ah, mais de Mo Bamba. Ah ouais. De Mo Bamba. Pour lui, je pense que oui. Après, pour l'équipe, j'en sais rien. Ça dépend ce qu'ils identifient. Et je vais revenir, justement, j'allais en arriver là. Du côté du Magic, je suis pas sûr qu'on ait identifié, parmi la liste des Isaac, des Bamba et
des Okeke, etc. qu'on ait encore décidé de quel était celui qui allait rester dans l'effectif sur les années qui arrivent. Donc je pense que ils vont encore se laisser un peu de temps. Après, pour Mo Bamba, comme disait Alan tout à l'heure, dans les années qui arrivent, c'est pas impossible que ce soit un joueur qui explose dans son deuxième, troisième équipe, avec un peu plus d'expérience, s'il est épargné des blessures, etc., etc. Et il y a les deux qui retiennent un fou rire. Si vous étiez sur YouTube, vous verrez ça, c'est magnifique. Oui, non, pour essayer d'enchaîner, toujours enchaîner quand c'est ça. Oui, je pense moi je trouve qu'il y a un pattern super intéressant avec le Magic. Je me suis fait tous les choix de draft et je me suis dit à un moment, et il y a un truc qui arrive tout le temps. Victor Oladipo. Ben adore regarder l'histoire du Magic. Hein. J'adore ça. C'est sa passion. Voilà. Victor Oladipo, Mario Hezonja. Alors il n'a pas été drafté par eux, mais il a fait son début de carrière avec eux. Maurice Harkless. Ils ont quoi comme point commun ces mecs-là? C'est qu'ils sont éjectés entre guillemets. Ils sont échangés par Orlando avant leur 4e saison. Mo Bamba il finit sa 3e. Je serais pas surpris qu'il l'échange avant la 4e. Pourquoi? On sait, c'est là où rentre en considération les notions contractuelles. Et moi, j'ai pas envie d'être à la place du front office du Magic à me dire est-ce que je dois payer ou pas Mo Bamba. Parce que oui, sur les flashs, à l'intérieur de cette taille-là, qui fait du jump shoot parfois, qui se prend pour KD sur certains trucs, c'est incroyable. Mais après, à se poser, à voir. Ils vont devoir faire un choix à un moment, de toute façon, Orlando. Je pense qu'on y est là maintenant. Tes meilleurs joueurs, que sont Evan Fournier et Vucevic, brident tes meilleurs talents. Ou en tout cas tes potentiels les plus importants. Donc il y a un moment, il va falloir que tu fasses le choix. Est-ce que tu fais une croix sur ces potentiels-là, ou alors est-ce que tu décides de te séparer des meilleurs joueurs? Parce que Mo Bamba, moi, je suis désolé, en théorie, une raquette Mo Bamba, Aaron Gordon avec du bon guard play, c'est-à-dire de bons arrières, ça fait énormément de sens. Je suis désolé. Enfin, pour moi, tout colle. Le truc, c'est est-ce que tu es prêt à te séparer d'un Vucevic et ou d'un Evan Fournier? C'est là où on revient à la question d'Orlando. Quand est-ce qu'ils décideront? En gros, quand est-ce qu'ils vont se dire, bon allez, le Evan Fournier-Vucevic n'est plus suffisant pour assurer la compétitivité qu'on souhaite avoir. Grosso modo, ça va être à ce moment-là que la question va se poser. Est-ce que ce sera avant l'extension de Bamba? C'est pas sûr. C'est là le truc, c'est qu'est-ce que tu peux avoir contre Bamba aussi? Si tu penses à échanger Bamba, c'est pour ça que moi je me jette dessus. Hein. J'avais donné Toronto avant le début de la saison. Ouais. Moi, je compare un peu, pas le joueur, mais ça va faire une Harry Giles, je pense. C'est un peu ce joueur-là. Gros talent, jeune, des flashs. En fait, ça ramène toi à pas garder Harry Giles. Hein. Et en même temps, il joue pas trop avec Portland. Enfin, il joue aussi les petits pépins. Et pour moi, je pense que ça va faire la même chose. Je pense que t'as une équipe qui va donner de l'argent à Mo Bamba, sur le potentiel. Parce que pour l'instant, comme on l'a dit depuis 10 minutes, parier sur Mo Bamba, c'est que parier sur une évaluation pré-draft qu'on avait de lui, soit des flashs. Il n'y a pas de continuité dans son jeu. Donc, on peut lui souhaiter de pas finir au Magic. C'est toujours un peu au Magic aux Kings, pardon, que t'évoquais, parce que c'est peut-être ça qui a pas aidé Harry Giles. La transition. Après, on aura. Je me permets de casser la transition. Je suis désolé, Adrien. On aura la réponse en vrai, parce que Kem Birch est free agent. Steve Clifford l'adore, il le fait jouer remplaçant. Si le Magic refait signer un contrat à Kem Birch, ça veut dire que Mo Bamba, au revoir. Parce que si Mo Bamba, peut-être. Pardon. Ah, Charlotte, ça m'est venu comme ça. Charlotte, peut-être, si t'es Charlotte, Mo Bamba. N'importe quel pivot qui est pas Bismack Biyombo, de toute façon. c'est un œuvre. Tu sais. Mais tu vois, ça donnera l'indication, parce que là, on l'a pas assez dit, mais il est 3e pivot. 3e pivot. Bref. Oui. Il joue 14 minutes de moyenne dans ses matchs NBA. Et il a été titulaire une fois. Et encore, des fois, il joue avec Gary Clark quand il joue des line-up un peu plus petites, et il peut passer encore derrière. Donc, Vous savez que j'ai fait la comparaison. On parle d'un joueur dans sa 3e année. J'ai comparé. Julius Randle, qui est le joueur qui a le plus joué cette année, il est à moins de 300 minutes de lui. Hein. En une saison. En un bout de saison, il est en train de le rattraper sur 3 années en NBA. Bref. Il y a cette notion de blessure. Mais bon, puisque la transition a été cassée sans transition, parlons du dernier joueur de la liste qui donc joue aux Kings et qui est peut-être celui qui n'est pour sûr pas un pivot. C'est un 4. Il est difficile à classer dans une autre position. Difficile de le voir en 3, difficile de le voir en 5 pour différentes raisons. On en avait parlé effectivement dans le podcast sur les Kings. Donc je ne vais pas paraphraser notamment ce que tu avais dit, Alan. Je vais te laisser revenir rapidement un peu sur le cas Bagley. Qui a un skill set
et un profil physique aussi, il faut le dire, parce qu'il est un peu plus petit que ses 4 autres compères, qui est assez particulier et qui amène beaucoup de questions, beaucoup de comparaisons, beaucoup de problématiques pour l'intégrer à un effectif NBA en 2020-2021. Et là, je pense qu'avec Bagley, il faut parler d'une chose, c'est les blessures. Parce qu'il a été blessé partout. C'est un peu une constante sur les joueurs qu'on cite. Voilà, c'est 112 matchs depuis qu'il est en NBA, seulement 47 titularisations, 25 minutes par match aussi. C'est-à-dire que Ayton, tout ça joue plus que... Alors les intérieurs, c'est pas des mecs qui vont prendre du 35 minutes par match. Il faut aussi nuancer là-dessus. Mais 25 minutes par match, c'est un peu compliqué. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est avec la notion de spécialiste, en fait. En fait, Bagley, son profil avant draft, c'était, ouais, mais c'est pas un spécialiste, mais en attaque, il va tout casser. C'est-à-dire que quand tu le mettras offensivement, poste 5, avec des guards, 2 shooters, tu vas vraiment réussir à tout péter offensivement. Parce qu'il y avait son jeu poste bas, ses moves, sa vivacité balle en main, de tonicité chez un intérieur, et en même temps, on pouvait penser qu'il pouvait tirer. Cette année, les pourcentages sont pas mal, mais un truc aussi qui est sous-coté, c'est le volume. C'est là où Jackson, c'est incroyable, c'est le volume. Jackson et Towns, c'est le volume. Et là où Carter et Bagley, le volume est tellement faible que pour moi, je peux pas dire que c'est des bons shooters encore, parce que le volume met des problèmes là-dessus. Donc pour moi, Bagley, en fait, j'ai vraiment du mal à cerner, à expliquer comment ça pourrait marcher. Je peux expliquer pourquoi ça marche pas, mais je peux pas expliquer comment ça pourrait marcher. Ça marche pas parce qu'en fait, défensivement, ils se font défoncer en fait dès qu'ils jouent avec Fox à Liberton et tout ça. Là où avec Richaun Holmes, eh ben c'est beaucoup plus spécialisé. C'est un mec pick and roll qui a la tête au cercle et qui défend le cercle. Offensivement, il est, je pense, 10 fois moins talentueux que Marvin Bagley. Ouais. Que Marvin Bagley, Richaun Holmes. Mais les meilleures minutes pour Fox, pour Haliburton et pour la défense des Kings, bah c'est avec Bagley sur le terrain. Et en fait, tu vois, en préparant, j'avais plus d'interrogations que de réponses, parce qu'en fait, on peut se dire aussi, Sacramento, c'est pas non plus une équipe qui veut jouer quelque chose, tu vois, il pourrait se dire, pas grave, on développe Bagley. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait la deuxième partie de sa saison rookie. Il y a un peu moi je trouve intéressant souvent la deuxième partie de saison rookie chez les gros top picks, souvent dans les mauvaises équipes, on dit bon, c'est ce qui va se passer avec Edwards, hein, notamment on donne la balle et puis ça fait des stats et ça met en confiance. Bagley, on avait eu ça. Après, il avait été faire Team USA, il y avait des bons retours sur lui et là il se blesse. Et depuis il se blesse, Richaun Holmes est là et ça se passe mieux avec Richaun Holmes. Et lui, il est pas en confiance. Il y a le papa qui parle. Il y a, bref, je suis trop questionné par lui. J'ai pas de réponse en fait. Juste que défensivement, ça marche pas. Est-ce qu'une des pistes, Ben, c'est pas justement, voilà, sur cette histoire de profil où Marvin Bagley, c'est tellement un 4 qu'il ne peut pas jouer 5 parce que défensivement, comme tu le disais, il ne peut pas jouer poste 5. Ce ne peut pas être en ring protecteur. Mais c'est un profil tellement particulier parce qu'il est bon offensivement, mais proche du cercle parce que pas vraiment un shooter. Ça peut faire penser d'une certaine façon à la problématique qui peut se poser autour de Zion Williamson. Est-ce que le problème numéro 1 de Marvin Bagley, c'est pas que le gars qu'il faut à côté de lui, c'est un profil trop rare, c'est-à-dire qu'il te faut Brook Lopez, Porzingis, Brook Lopez, il faut ça quoi. Je sais même pas. Il faut Anthony Davis en fait à côté. Enfin, il faut. non, mais c'est triste parce que en fait, je fais souvent. Non, en fait, je vais le faire pour la première fois là. Pour moi, j'appelle ce genre de profil. C'est un profil totalement anachronique en fait. Enfin, il arrive il y a 15 ans, il a pas vraiment de problème. Sauf que maintenant, on va lui demander. En gros, on va te faire jouer un peu du 5, ce qui est pas ton poste naturel et où il devrait pas jouer. Donc, on va lui demander de protéger du cercle. Il sait pas le faire. Enfin, il y avait des vidéos qui tournaient avant sa blessure à la main, là, où, sur du pick and roll, c'était une catastrophe. Enfin, il reculait. On sait pas, il défendait qui. Enfin, peut-être le panier, mais il y avait personne. Enfin, c'est assez triste. Donc, défensivement, il y a pas ça. Et puis, offensivement, Alan a dit, il y a peu de volume. Donc oui, en fait, la question, c'est,
qui est-ce qu'on met à côté de lui? Enfin, moi, je pense clairement qu'à son retour, du côté des Kings, ça va être un joueur qu'on va essayer, parce qu'il a quand même enchaîné les blessures, donc on n'est pas sûr de le revoir cette année, on va essayer de le faire démarrer en sortie de banc, peut-être, sur un profil très offensif, qui va essayer de mettre des cartons en face. Parce que, à l'heure actuelle, c'est vrai, ça ne marche pas, et on a posé la question, la défense fait-elle tout? Bah là, on a une réponse concrète. Il faut ce dont on a parlé et les fameux minima. Parce que là, ce n'est pas possible que ton pivot, on en parlait un peu dans le DH20, ton pivot, il doit être ou ton intérieur, enfin ça dépend, c'est pas vraiment un pivot, tes intérieurs ne peuvent pas être dans les 2 moins bons défenseurs de ton 5, parce que tu t'en sors plus en fait. Leur mission, elle est trop centrale. Donc c'est le cas un peu avec Bagley. Et c'est triste parce que c'était aussi une des questions directrices sur lui. Lui, il va être toujours la victime de la comparaison. Dès qu'on parle de lui, c'est la comparaison avec les 2 mecs pris autour, parce que c'est d'autant plus, entre guillemets, horrible, c'est que les 2 mecs, les Luka Doncic et les Trae Young, ce sont des avaleurs de ballon. Donc en fait, les stats sont incroyables, les highlights sont là à foison parce qu'ils ont tout le temps la balle. Donc forcément, la comparaison fait très mal. Faut se rappeler aussi, juste après je te relance Adrien, qu'en fait, les problèmes défensifs de Bagley, on les connaissait. Duke, ils ont dû défendre en zone quand il était là. C'est la seule fois qu'ils ont fait zone que moi je me rappelle. Ils ont dû s'adapter à ces soucis défensifs toute l'année NCAA. Et Coach Kell disait pas, mais en fait c'était parce qu'il y avait Bagley qui devait faire zone. Et il est quand même parti 2e. Donc ça aussi c'est des leçons qu'on peut tirer. Je pense que il part pas 2e en 2021 si on fait une draft. Il se profile dans une draft. C'est aussi une leçon qu'on peut tirer d'un moment de ce qu'on te demande chez un intérieur et de la spécialisation du fait. En fait, les gens disent oui, t'aimes pas les pivots ou les gens qui sont un peu plus même dans une petite tranche, disent les pivots ça sert à rien. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il est drafté 2e et il a un gros souci dans son jeu à un truc clé. Et c'est commun avec pas mal de joueurs de ce groupe-là. C'est-à-dire que des intérieurs aussi haut draftés, normalement, ne doivent pas avoir des questions comme ça, je pense. Et Bagley, il a toujours la même question 3 ans après. C'est dû à l'environnement, c'est dû aux blessures. Mais il n'a pas réglé cette problématique encore. Et je vais poser une question à Adrien, et je te coupe la parole pour qu'Adrien participe. Est-ce que du coup, c'était un peu, on voulait finir là-dessus, parce que tu as démarré sur cette très belle citation, je ne sais pas où tu l'as trouvée, mais elle était vraiment incroyable. C'est devait être le futur du poste intérieur. On voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreux échecs, il y a des blessures, etc. Est-ce que ça remet en cause le choix au niveau des intérieurs à la draft? Alors je vais faire quelque chose en rhétorique qui est pas cool, mais je vais presque répondre à une question par une question. Parce que moi j'ai l'impression que toutes les questions et les leçons qu'on tire, et ça rejoint un peu les derniers points que vous avez amenés, c'est sur l'évolution de ce poste d'intérieur. Parce que par rapport, je le disais en début en introduction, à moitié en plaisantant, le dernier MVP pivot, c'est Shaq en 2000. Et donc ça commence à faire plus d'une vingtaine d'années. Et ce qui s'est passé depuis cette époque-là, c'est beaucoup de changements de règles, notamment, avant les évolutions du jeu, avec les 5 secondes back to the basket. Donc on est obligé de rester au maximum 5 secondes de haut panier pour jouer poste bas. Donc ça c'est une première chose qui fait que l'évolution de certains profils de pivots, disons qu'ils ont perdu en valeur. Et puis il y a tous les changements défensifs, etc. Et dans la NBA moderne, du coup, on se retrouve avec de plus en plus ton intérieur, en fait, qui était avant t'avais 2 intérieurs, un 4, un 5. Maintenant, ton intérieur, c'est un 5. Les autres, ton 4, c'est un ailier, la plupart du temps dans la NBA moderne. Et ça a été les transitions qu'ont effectué, du coup, les Tim Duncan, les Kevin Garnett, les Pau Gasol, qui étaient des joueurs poste 4, qui sont passés poste 5 au fur et à mesure de leur carrière et qui nous ont amenés ici. Et du coup, du coup, c'est la question qui se pose et ça réduit les possibilités que tu as sur les profils jouables dans la NBA. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un choix. Et du coup, ça accentue les faiblesses, donc d'un Marvin Bagley, par exemple, que tu ne peux pas jouer, qui aurait été jouable, comme tu le disais, Ben, il y a quelques années, poste 4, mais qui n'est pas jouable poste 5 par rapport à ses faiblesses défensives, là, dont on parlait. Et du coup, ça réduit, l'éventail de choix stratégiques que tu as quand tu prends un grand. Et donc, mécaniquement, ça réduit aussi sa valeur dans une draft où effectivement tu es obligé de dire en fonction de ce que j'ai dans mon effectif, est-ce qu'un pivot si particulier a tant de valeur, il faut vraiment qu'il soit exceptionnel, comme on le disait avec les talents générationnels, pour que tu dises bon ok, je vais m'adapter et faire autre chose que tout ce qu'on a fait juste à présent ces dernières années. J'appelle ça, je viens de le créer,
J'appelle ça le paradoxe LaMarcus Aldridge. Si demain LaMarcus Aldridge est à la draft, il part où? Déjà, il va être considéré comme 5, là où il était un 4 aussi quand il est arrivé. Et on va mettre quoi en avant? Il est pas capable de défendre sur le périmètre, le cercle, c'est pas génial, son jeu est pas analytique. C'est un mec qui il part très loin entre guillemets. Il partirait plus loin que partie 2, voilà. Il part dans un pari un peu comme ce que disait Alan. Je te laisse ensuite parler, Alan, sur Marvin Bagley qui repartirait plus bas. Je pense que quand même les capacités offensives d'un LaMarcus Aldridge, tu les vois quand même. Une fois que tu as passé les profils qui sont soit donc générationnels, puis ensuite ceux où tu te dis bon, gros talent, il y a moyen de faire des choses. Il part dans les premiers paris entre guillemets. Où tu dis bon, là où on en est dans la draft, on va drafter au talent et c'est lui le plus fort et puis on verra si ça marche, tant mieux. Donc pour moi, il part 10-15. En fait, pour Bagley, il y a 2 solutions pour que ça marche. De son jeu à lui. Parce que ça peut marcher si on le met avec un intérieur, un 5 qui protège le cercle et qui tire à 3 points. Profil très rare. Ça marche. Ça marche pour une chose, lui. C'est s'il tire à 3 points. Parce que s'il tire à 3 points, avec du volume, pas 2 par match, je dirais 4 par match, minimum. S'il tire à 3 points, je pense que ça marche, Marvin Bagley. C'est une des façons où ça pourrait vraiment marcher à côté d'un Richaun Holmes. Après, il faudra voir comment ça fonctionne, mais tu pourrais faire du pick and pop avec Marvin Bagley. Tu pourrais faire du short roll avec lui au lieu de... Mais en même temps, il faudrait aussi qu'il accepte de changer parce que lui, il a toujours été formé comme un joueur, un peu comme Randle avant, c'est-à-dire du poste bas. Et je suis tellement plus physique et dominant que toi au lycée et en fac qu'en fait, je change pas parce que ça marche. Donc, c'est ça aussi, cette chose-là chez les intérieurs. Après, sur la redraft, je pense que, aujourd'hui, on cherche des joueurs qui sont capables de faire 2 choses. Protéger, en fait, alors, t'as le générationnel, l'intérieur, qui arrive une fois tous les 4-5 ans. Alors, lui, il fait rêver un peu tout le monde. Mais sinon, il faut que tu fasses 2 choses au moins bien, protéger le cercle et tirer. Parce que sinon, tu peux être vraiment un bon joueur, mais l'investissement sur là où tu es drafté, il sera moins fort, je pense, parce qu'on peut trouver, on peut trouver des pivots qui peuvent jouer 15-20 minutes pour pas très cher en NBA. Je pense qu'on peut le trouver. On peut le trouver même plus bas dans la draft, dans cette draft-là. Il y a Tom voulait qu'on en parle. T'as Mitchell Robinson, t'as Robert Williams. Robert Williams, c'est le meilleur intérieur des Celtics cette année. Il faut le dire, c'est le meilleur. C'est pas Tristan Thompson. Et on savait que ce serait pas lui. Et Robinson avait de super bons flashs, mais c'est des joueurs qui peuvent assumer des rôles. Et c'est des meilleurs joueurs que Mo Bamba aujourd'hui. Ces deux-là. J'ai vu Doguiner de la tête, Ben. En fait, pour moi, ça pose 2 paradoxes, ça. Déjà, c'est que la promesse initiale n'est jamais ce que t'as. Parce que là, on a parlé de plusieurs cas où Towns, ça justifie sa sélection. Et en fait, on se rend compte, en fait, c'est pas l'encre défensive, c'est le génie offensif qui justifie quand même sa place. On voit, par exemple, Jaren Jackson, la promesse n'est pas ce qu'on obtient à la fin. Donc déjà, c'est un premier paradoxe. C'est qu'en fait, on voit qu'avec le pivot, on a l'impression que il y a un espèce... Je sais pas comment dire ça, mais en gros, la différence entre ce que tu as drafté et ce que tu obtiens est beaucoup plus grande que sur d'autres postes. Là où il n'y a pas de changement majeur. Et on pointe toujours le négatif. Le négatif, j'ai l'impression. Et un autre paradoxe, c'est qu'il y a un moment, tu as besoin de bons joueurs, en fait. Si le mec est trop fort, mais que, ses attributs sont pas très bons, mais si le mec est capable d'en planter 20 à un moment, pour des bonnes équipes, ça a de l'intérêt. Alors ça sera peut-être sur du banc, etc. Mais j'avoue que le truc, on en parle souvent, nous, du poste de pivot, et le fait que tu peux trouver des bons pivots 15-20 minutes, bref, je me demande de plus en plus. Et 3e paradoxe, en fait, ce qu'on est en train de décrire, ça ne correspond à aucun des meilleurs intérieurs qui sont actuellement en NBA. Jokic, Embiid, leur jeu, il se base pas sur le 3 points. Et là où Embiid est un très bon défenseur de cercle, c'est pas le cas de Jokic, en fait. Les meilleurs pivots qu'on décrit ne rentrent pas tous dans l'archétype qu'on est en train de créer. Donc ça me pose un gros problème, ça, parce que, en fait. Parce qu'ils dépassent l'archétype. Ils sont tellement forts. C'est générationnel, là, on est, Ouais, mais j'ai peur que tu brides, en fait. Tu vas totalement brider ta vision à la draft en te disant, ouais, mais, tu vois, Jokic arrive demain.
Jokic, son problème, ça sera oui, mais défense et c'est ce que je fais aussi, hein. Je suis le premier coupable. Ouais, non, mais Jokic, il est drafté combien? Il est drafté super tard. Il est drafté 40. 40, Mais si demain, Jokic arrive et si on sait ce qu'il va devenir, il y aura quand même cette réflexion de il y aura des réticents. protection du Totalement. cercle, etc. Complètement. Parce que aucun prospect n'est parfait, parce que aucun n'est parfait. Ça n'existe pas. Et chez les intérieurs, tu l'as dit, on est tout de suite dans le négatif. Il faut, en fait, pour tous les prospects, il y a du positif et du négatif. Tu as l'impression que chez les intérieurs, on est plus à même que le négatif surpasse un peu ce qu'ils peuvent faire de bien. Je pense que et c'est vraiment le cas, je trouve, dans cette draft-là, avec Bagley. Parce qu'il peut faire des choses. Mais... Parce que, genre demain, si Wiseman, il se transforme, ça devient un mec qui en met 20 par match, très fort offensivement, mais il devient jamais l'encre défensive. Ça sera un problème, en fait. Concrètement. Dans le schéma qu'on est en train de construire. Ça sera On est en plus un peu en train de prendre cette direction actuellement. Mais ça va aussi avec le premier paradoxe. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, le premier paradoxe que tu as dit sur la promesse par rapport à ce qu'on a à la fin. Et je pense que Alan aussi t'a pointé du doigt quelque chose d'intéressant, c'est l'utilisation des intérieurs durant leur formation. Que ce soit parce que au début ils sont surdominants et du coup ils ne changent rien à leur jeu et on leur file tout le temps les balles poste bas parce que bon bah voilà ça marche et puis pourquoi on ferait autre chose, c'est quand même le plus efficace, on gagne des matchs. Ou alors dans la sous-utilisation ou la mésutilisation, je sais pas trop comment le dire, où on va pas avoir effectivement la mise en valeur de leur qualité principale, où on va avoir quelque chose de biaisé. L'intérieur, c'est peut-être le joueur qui dépend le plus de la façon dont l'équipe décide de jouer, comment le coach décide de l'utiliser et même d'utiliser ses guards. Donc est-ce que ton intérieur va peut-être plus être utilisé sur pick and roll, sur short roll, dans le corner, il y a tellement de variances et il a moins le ballon puisque c'est moins souvent des initiateurs d'attaque. Donc peut-être que c'est le paradoxe numéro 1 de cette évaluation très compliquée à faire sur les intérieurs qui génère toutes les questions qu'on a évoquées ensuite. Bah c'est marrant de dire ça quand tu regardes le développement des meilleurs pivots actuellement en NBA offensivement, si on veut. C'est pas des joueurs à qui on a donné les clés du camion direct en fait. Karl Anthony Towns, ça a été une explosion, mais quand les Wolves entament la saison, l'idée c'est pas qu'ils mettent 25 pions, l'idée c'est encore une fois que ce soit l'encre défensive. Joel Embiid, ça a été compartimenté. Alors oui, direct, on a vu qu'il a pris une explosion totale, mais ça a été aussi le cas d'Embiid. Je pense qu'il y a un aspect négatif à trop vouloir que ton pivot, dès son arrivée en NBA, ton intérieur, éclate tout, marque dans absolument toutes les positions possibles. Parce que ça demande une adaptation, il y arrivera pas, et du coup, ça va poser problème dans son développement. Pour moi, c'est une différence d'appréciation entre ce que fait le coach en NCAA et ce que voient ensuite les équipes NBA, parce qu'ils les voient aussi à l'entraînement et peut-être qu'ils les mettent dans d'autres situations en se disant attendez, on sait, parce qu'ils sont aussi conscients eux de tout ce qu'on vient d'évoquer ici. Et ils disent bon bah attends, on va essayer quelque chose à l'entraînement, on va voir ce que tu peux faire et au fur et à mesure ils disent ah bah attends, on va essayer peut-être un peu de maximiser, etc. et de voir jusque là où ça nous mène et qui peuvent générer donc ces explosions dont on parle. C'est sûr que pas tout de suite tu te dis et Karl Anthony Towns, tiens je vais lui filer la balle, il va mettre des grands step back à 3 points après des crossovers là. Non, ça effectivement à mon avis c'est pas tombé du ciel. Après selon moi ça entérine, je vais m'arrêter, ça entérine le fait que s'intégrer en étant pivot et intérieur globalement est devenu beaucoup plus dur. Parce qu'on entend souvent être un jeune meneur, ok, être un jeune meneur tu vas te faire casser la tête, ça va arriver, c'est une certitude, il y a beaucoup de bons arrières. Le fait est que les responsabilités les plus compliquées, c'est-à-dire être le général en défense, etc., elles vont retomber sur le jeune pivot qui en plus va devoir adapter son jeu totalement différemment vis-à-vis de la star qu'il était souvent en NCAA. Donc c'est lui qui a la transition la plus difficile. C'est pas l'arrière qui joue dans une équipe qui gagne 25 matchs à qui qu'on gave de ballons. C'est pas lui. Complètement. C'est la nouvelle, le poste le plus difficile pour un jeune joueur, c'est 5 aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me battais dans le processus pré-draft, pas que les Warriors prennent Wiseman, mais que les gens disent, il leur faut un 5 il leur faut un 5 en gros dans l'effectif actuel, donc prenons Wiseman. Non. Ouais, il peut pas jouer dans les fins de match pour l'instant. Wiseman, c'est un pari sur le futur du côté des Warriors. Si ça marche, c'est pour dans 3 ans qu'il sera vraiment prêt, et on l'a vu. En plus des petits trucs hors terrain, dernièrement, le cas Covid, tout ça, il était pas prêt, en fait. Les meilleures minutes de Wiseman, c'était avec le banc pour l'instant, et c'était bien. Dans tes premières minutes, vas-y, va casser des bancs NBA, et après, tu vas pouvoir te former. Mais les intérieurs, aujourd'hui, on l'a vu avec Ayton, je pense que vraiment, Jackson a été un peu, dans la liste là qu'on a, Jackson, c'est
c'est un ovni dans tout, et aussi parce que dès le début, il a été vraiment fort contre des pivots titulaires et tout. Mais être Et 4 un titulaire, peu aussi au début. oui, exactement, avec Gasol. Être titulaire dans une bonne équipe, sans être négatif défensivement, chez un intérieur aujourd'hui, c'est vraiment que tu vas être un très 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 bon intérieur. Et même si tu l'es pas tout de suite, tu peux quand même devenir un bon intérieur NBA. Oui, c'est dur. Et l'opposition, comme tu disais, Ben, on parle souvent des guards, mais c'est vrai que l'opposition est de plus en plus. On retrouve maintenant, on a quand même 2-3 talents générationnels au poste de pivot. Tu as parlé des Embiid et Jokic, il y a l'Anthony Davis qui est Mais seul les dans rim son... runners aussi, faut les prendre. Les rim runners, Ah oui. les Capella, les Holmes, tout ça, faut les. Oui, les Steven faut les Adams, prendre enfin, chaque tu prends des Ouais, ouais. gros coups quand t'es un gamin de 18 ans, c'est aussi Exact. violent. Et tu parlais aussi du droit à l'erreur. Et il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'un jeune meneur qui balance des turnovers dans une équipe qui gagne pas, bon, on t'engueule pas trop. Tu rates une rotation défensive et du coup le cercle est ouvert et ça saute aux yeux des gens et ça c'est souvent beaucoup plus, les analyses sont plus sévères sur les erreurs défensives des jeunes pivots que sur les erreurs offensives des jeunes guards. Ouais. Pour ça qu'avec les coachs qui veulent gagner des matchs, Clifford, Thibodeau, ils jouent pas. Voilà. Topin, il joue pas. Ils l'ont drafté top 10. Il joue pas, il veut gagner des matchs, Thibodeau. Il peut pas avoir un son intérieur qui a des problèmes défensifs. Il fait jouer Robinson et Noël. Donc, c'est un poste où tu matures plus tard et où, si t'es jeune, c'est vraiment compliqué d'être positif en défense très vite. C'est pour ça que, et on revient le serpent qui se mord la queue, Jackson, c'est plus théorique que réel, l'aspect défensif. Il y a des flashs sont là, mais même pour lui, et Tom le dira mieux que nous, c'est difficile d'être extrêmement fort défensivement si jeune. Bah, pour un peu conclure tout ça, parce que je sais qu'Adrien allait conclure, il y a des exemples concrets de ce qu'on dit. Tu vois, pour un peu appuyer statistiquement ce que tu avais dit, Ayton, la première année de Phoenix, c'est la 29e défense NBA. C'est pour ça, c'est parce que, alors qu'on en a vu des extérieurs qui ne défendent rien, on en a parmi les jeunes, mais On a l'impact évoqué Trae Young dans cette draft. et l'impact est moindre. Luka Luka aussi. d'ailleurs. Et l'impact est moindre. Donc ça, concrètement, ouais, ça se voit directement. Eh ben t'as raison Ben, il va être temps de conclure parce qu'on a bien bavardé à la fin, mais aussi parce qu'il y a plein de sujets hyper intéressants autour du poste intérieur en NBA. Il y a encore plein de questions à soulever. Je pense on pourrait en refaire un d'ici un an ou deux pour reparler parce qu'on n'a toujours pas répondu à cette question de qu'est-ce qu'est le futur de l'intérieur. Est-ce que c'est cette draft 2018 ? C'est pas sûr. Je sais pas si. 2017, ça devait être les meneurs. 2018, ça devait être les intérieurs. Et quelle sera la prochaine alors Alan ? C'est quoi le poste? Le futur des ailiers? Bah peut-être. Ah les ailiers c'est quand même solide. Ouais. Ouais. Bonne chance. On parle de l'intégration des pivots, les ailiers, ça va. C'est Bonne chance pour prendre la suite de LeBron James quand il sera plus là. À qui on KD, souhaite d'ailleurs un bon Kawhi et rétablissement. Paul George, ouais. Bon, on va prendre la suite de ces gars-là. Ouais, c'est toujours compliqué d'arriver en NBA. Je pense qu'on va conclure là-dessus. La NBA est quand même la ligue élite du basket mondial. C'est toujours, c'est vrai qu'on est dur parfois dans les commentaires, mais il faut rappeler qu'on est juste en train de commenter dans le prisme de la NBA et que effectivement c'est toujours des basketteurs qui demandent un énorme niveau pour arriver à se faire sa place dans ce microcosme de joueurs. Donc écoutez messieurs, ça va être la fin du podcast du jour. Effectivement, on a un peu dépassé le chrono, mais tout va bien. explosé. Comme d'habitude, les rappels de fin d'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur les plateformes de podcast et de balado, que ce soit donc Apple Podcast, Podcast Addict, celle que vous voulez. Donc 199, c'est ça, on en est à 199 Ouais. Ben, sur Apple Podcast. Ouais. Je pense qu'il y aura un auditeur avec un grand cœur qui nous fera passer à 200. Je suis un grand fan d'Adrien Monk. Pour ceux qui ont vu cette magnifique série, 199, c'est compliqué pour moi. Très, très, très compliqué. Très bien, je n'ai pas la ref. Son esprit carré, ça ne peut pas fonctionner. Très bien, donc le 200e qu'il screen et qu'il envoie à Ben, comme ça son esprit sera apaisé. Envoyez-le nous donc sur Twitter par exemple, @DunkHebdo, où vous pouvez voir nos comptes personnels également. Vous nous retrouvez également sur YouTube quand tout va bien côté technique, mais a priori on a plein de nouveaux petits outils, donc ça devrait bien se passer cette semaine. Et évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On vous souhaite une excellente semaine de NBA. Et je vous remercie les gars. Et c'est nous. Merci à toi. À Salut. plus. Salut, bonne semaine.